Ma femme préparait ma chute avec mon ami. Et le plus ridicule, c'est que j'ai failli les aider moi-même. Le soir où j'ai compris que quelque chose clochait, il pleuvait sur Lyon, comme dans ces films français, où tout le monde a l'air intelligent, parce qu'ils regardent par la fenêtre en silence. Sauf que moi, je n'étais pas poétique. J'étais juste en retard, pour un dîner que j'avais payé, réservé, et que personne ne semblait pressé d'honorer. Je m'appelle Adrien Morel. J'avais 42 ans. Une société de logistique qui tournait très bien. Un duplex vers les quais. Un agenda géré au quart d'heure. Et une femme, Camille, consultante en organisation. Du moins officiellement. Dans la vraie vie, elle organisait surtout l'image qu'elle donnait aux autres. Élégante, calme, raisonnable. Le genre de femme à dire « Je veux juste ce qu'il y a de plus simple », en portant une veste qui coûtait le loyer d'un studio à Villeurbanne. Nous étions mariés depuis 8 ans. Et pendant longtemps, j'ai cru que notre couple tenait grâce à une forme d'équilibre adulte. Moi, absorbé par mon entreprise. Elle, plus souple, plus mobile, plus disponible pour les imprévus de la vie sociale, les dîners, les anniversaires, les week-ends, chez des gens que je n'aimais pas, mais que je finançais indirectement en payant l'addition. Parmi nos proches, il y avait Bastien, mon ami depuis l'école de commerce, témoin à mon mariage. Sourire facile, poignée de main trop franche, toujours à parler d'opportunités, comme si la vie entière était un salon professionnel avec mauvais café et badge plastifié. Je lui avais ouvert des portes, présenté des clients, recommandé son cabinet quand ça m'arrangeait. Je le croyais loyal, ce qui prouve qu'on peut savoir lire un bilan et rester totalement illettré sur les êtres humains. Le fameux soir, Camille m'avait envoyé un message à 19h12. Retard, réunion qui déborde, commence sans moi, avec un cœur à la fin. Ce petit cœur m'a fait plus de mal que la suite. Parce qu'il ressemblait à une habitude posée là pour couvrir une absence. J'ai attendu 20 minutes au restaurant, puis j'ai réglé mon eau minérale, et je suis sorti, sans colère, juste avec cette sensation sèche qu'on a quand une porte intérieure se ferme. En passant devant son cabinet, rue de la République, j'ai vu que les lumières étaient éteintes. Rien d'extraordinaire, sauf que sa géolocalisation WhatsApp, qu'elle oubliait souvent d'enlever, la situait à l'opposé, dans le 6e, près du parc. J'aurais pu rentrer, faire semblant, conserver ma paix domestique, comme on repousse un contrôle fiscal. Mais j'ai pris un VTC, parce qu'à un certain âge, on n'appelle plus ça de la jalousie. On appelle ça recouper des incohérences. L'adresse correspondait à un petit hôtel discret, pas miteux, pas luxueux. Le genre d'endroit qui propose des chambres au design neutre pour gens qui ont besoin d'oublier leur dignité 2 heures. Je suis resté de l'autre côté de la rue, sous l'auvent d'une pharmacie fermée. Et au bout de 6 minutes, Bastien est sorti, sans parapluie, col relevé, téléphone à l'oreille, tranquille, presque joyeux. Puis Camille a franchi la porte derrière lui, quelques secondes plus tard. Et elle avait ce visage détendu qu'elle n'avait plus à la maison depuis des mois. Ils ne se sont pas embrassés dans la rue. Ils n'étaient pas stupides. Ils étaient pires, prudents. Bastien a touché son bras, juste une seconde. Elle a souri. Et ce sourire m'a confirmé ce qu'aucune preuve n'aurait pu adoucir. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas un héros de série médiocre. Je suis rentré chez moi. J'ai enlevé ma veste, servi un verre de whisky que je n'ai pas bu, et je me suis assis dans le salon en regardant les lumières du pont. 1 heure plus tard, Camille est entrée avec un air fatigué, soigneusement repassé. Elle a posé ses clés, m'a embrassé sur la joue et a dit « Désolé, réunion infernale ». Tu sais ce qu'il y a de fascinant chez les menteurs élégants? C'est qu'ils pensent toujours que le décor suffit. J'ai répondu « Ce n'est rien, on remet ça ». Elle a souri, soulagée, et elle est allée prendre sa douche. En passant près de la table basse, elle a laissé son téléphone quelques secondes, l'écran s'est allumé, un message de Bastien. J'ai seulement eu le temps de lire. Il faut qu'on parle du timing. Ton mari ne se doute de rien. Je n'ai pas bougé, pas respiré plus fort. Rien. Quand elle est revenue, j'avais le même visage que d'habitude, celui qui rassure les banquiers et endort les prédateurs. Cette nuit-là, allongé à côté de ma femme, j'ai compris 2 choses. La première, c'est qu'elle me trompait avec mon ami. La seconde, bien plus grave, c'est qu'il préparait autre chose,
Et le lendemain matin, sa sœur allait m'appeler, en pleurs, pour me raconter le reste. Le lendemain, à 8h17, alors que j'étais déjà au bureau avec un café trop cher et un mal de crâne très mérité, Agathe, la sœur de Camille, m'a appelé. Elle ne m'appelait jamais. Nous avions une relation polie, adulte, vaguement cordiale, le genre de lien familial qui tient grâce aux fêtes de fin d'année et aux plats qu'on complimente sans conviction. Sa voix tremblait. Pas d'une façon théâtrale, d'une façon précise, celle des gens qui ont repoussé la panique jusqu'au moment où elle commence à déborder. Elle m'a dit « Adrien, il faut qu'on se voie. Maintenant. Pas au téléphone. » J'ai regardé l'heure, annulé une réunion avec mes directeurs régionaux, et je lui ai donné rendez-vous dans un petit café près de la place des Jacobins. Pas le plus discret, mais suffisamment bruyant pour que personne n'écoute vraiment. Quand je suis arrivé, elle était déjà là. Manteau fermé jusqu'au cou, les mains autour d'un expresso qu'elle ne buvait pas, Agathe avait toujours eu quelque chose de plus direct que sa sœur. Moins verni, moins décoratif. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait compris tôt que la vie n'allait pas la photographier sous son meilleur angle. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a lâché « Je suis désolé. Camille prépare ton divorce avec Bastien. » Le mot divorce n'a même pas été le plus violent. C'est le ton calme sur Bastien qui m'a presque fait rire, comme si on parlait d'un plombier en retard. J'ai posé ma tasse et j'ai attendu la suite, parce qu'on apprend vite, en affaires comme ailleurs, que la pire erreur consiste à interrompre quelqu'un qui culpabilise assez pour dire la vérité. La veille au soir, Camille était passée chez elle, soi-disant pour lui déposer un foulard oublié, en réalité pour se vanter. Oui, se vanter, il existe des gens qui prennent leur complot pour des preuves d'intelligence. Camille aurait raconté que j'étais devenu trop prudent, trop dominant, trop installé, et qu'elle refusait de partir d'un mariage avec seulement le confort. Elle voulait le contrôle. Le mot exact, selon Agathe, c'était « je ne vais pas le laisser partir avec tout », alors que c'est moi qui ai construit l'image du couple. J'ai eu besoin de 3 secondes pour savourer l'absurdité du propos. Mon entreprise employait 130 personnes, gérait des contrats européens, des appels d'offres, des contentieux, des marges sous pression, mais visiblement, son apport décisif consistait à choisir les restaurants où nous dînions avec les clients. Chacun son héroïsme. Puis Agathe m'a raconté le reste. Bastien l'aurait mise en contact avec un avocat particulièrement agressif, spécialisé dans les séparations de dirigeants. Leur idée n'était pas seulement de me demander une prestation compensatoire élevée, ils cherchaient à démontrer que j'avais mêlé patrimoine personnel et trésorerie d'entreprise, que j'avais utilisé la société pour financer notre train de vie, et surtout que Camille avait joué un rôle officieux dans plusieurs décisions stratégiques. Assez pour réclamer une forme de compensation liée à la valorisation future. C'était habile, presque élégant, en théorie, parce que en pratique, je sépare tout, obsessionnellement. Mon expert comptable dit que je range ma vie comme un douanier suisse, mais il suffisait d'un soupçon, d'un dossier bien mis en scène, de quelques mails sortis de leur contexte, et d'un calendrier favorable pour créer des mois de chaos, voire affoler certains partenaires bancaires. Je lui ai demandé comment elle savait tout ça. Agathe a hésité une seconde, puis elle a sorti son téléphone. Camille lui avait envoyé par erreur, ou par arrogance, une note vocale destinée à Bastien. On entendait sa voix, basse, satisfaite, presque souriante. Elle disait qu'il fallait me pousser à signer certains arbitrages avant l'été, me laisser croire à un projet d'ouverture en Belgique, puis lancer la procédure au moment où la société serait la plus exposée, pour m'obliger à négocier vite, mal et sous pression. Il y avait même une phrase délicieuse. Adrien préfère payer pour éviter le bruit. Je l'ai écouté sans cligner des yeux. C'était faux sur un point essentiel. Je paie pour la qualité, jamais pour le silence des autres. Agathe m'a regardé, comme si elle s'attendait à me voir exploser. Je lui ai simplement demandé « Pourquoi vous me dites ça ?» Maintenant, elle a baissé les yeux, puis répondu « Parce qu'hier, elle m'a dit que, quand ce serait fini, Bastien prendrait une place dans la boîte. Pas tout de suite, discrètement, au début. Et qu'ensuite il vendrait une partie de tes actifs. » Elle disait ça comme si elle parlait d'un meuble à déplacer. Et là, j'ai compris que ce n'était pas juste une liaison, c'était une opération.
Une opération ratée, ai-je dit, pour la première fois depuis le début de la conversation. J'ai vu un peu de couleur revenir sur son visage. Je lui ai demandé de tout m'envoyer. Capture, note vocale, date, même ce qui lui paraissait anodin. Elle a accepté. Mais avant de partir, elle a ajouté quelque chose qui a déplacé tout le dossier dans une catégorie encore plus intéressante. Camille avait déjà essayé d'obtenir des informations via mon assistante, sous prétexte d'organiser un anniversaire surprise, sur mes rendez-vous chez le notaire, mes déplacements, mes créneaux avec la banque privée. Autrement dit, elle ne préparait pas seulement une séparation, elle cartographiait mes défenses. Je suis retourné au bureau à pied, lentement, le long de la Saône, avec cette impression étrange d'être à la fois trahi et parfaitement réveillé. À midi, j'avais appelé mon avocat, à 13h, mon directeur financier, à 14h, un expert en informatique légale, recommandé par un client qui divorçait, comme on mène une OPA hostile. Avant 18h, j'avais changé plusieurs accès sensibles, suspendu discrètement certains mandats, et demandé un audit interne, ciblé sur tout ce que Bastien avait pu approcher de près ou de loin. Pas de panique, pas de gestes spectaculaires, juste des portes qui se fermaient une à une sans bruit. Le soir, Camille est rentrée avec des fleurs, des pivoines blanches, parce que apparemment, elle estimait que la meilleure façon de me ruiner consistait d'abord à jouer l'épouse attentionnée. Elle a posé le bouquet sur le plan de travail et m'a demandé si j'étais libre le week-end suivant. Bastien nous invitait dans sa maison près d'Annecy. J'ai souri. J'ai dit oui, bien sûr, avec plaisir. Et au moment où elle s'est tournée vers l'évier, son téléphone a vibré, encore une fois. Cette fois, le prénom n'était pas Bastien. C'était celui d'un avocat. Et l'aperçu du message disait « J'ai revu la stratégie. Il nous faut une preuve qu'il dissimule quelque chose. » Là, j'ai compris qu'ils n'avaient pas encore trouvé de quoi me faire tomber. Alors ils étaient prêts à fabriquer le reste. À partir de ce moment-là, je n'ai plus regardé mon mariage comme une histoire sentimentale, mais comme un dossier sensible. Avec calendrier, risques, variables humaines et marge d'erreur minimale, c'était moins romantique, certes, mais nettement plus utile. Le vendredi suivant, avant de partir pour Annecy, j'avais déjà vu mon avocat, un homme sec nommé Maître Delmas, le genre à parler doucement pour que les autres aient l'air nerveux à sa place. Il avait écouté les notes vocales de Camille, relu les captures envoyées par Agathe, puis il m'avait dit quelque chose de très simple. L'infidélité, en soi, ne vous sauvera pas. En revanche, la collusion, les manœuvres préparatoires, la tentative de déstabilisation économique. Ça, oui. Surtout si nous prouvons l'intention. J'aimais bien les phrases qui contiennent un surtout. Elles annoncent souvent une porte de sortie. Nous avons donc organisé la suite, comme on prépare un contrôle inopiné, sans agitation visible. Mon directeur financier a isolé certains flux. L'expert informatique a sécurisé mes appareils et analysé plusieurs connexions inhabituelles. Et moi, de mon côté, j'ai joué le mari distrait avec une conviction presque artistique. Je faisais semblant d'être absorbé. Je répondais à moitié. J'oubliais exprès 2 ou 3 détails pour nourrir leur sentiment de supériorité. C'est fascinant comme les gens deviennent négligents dès qu'ils vous croient moins intelligents qu'eux. Sur la route d'Annecy, Camille parlait de déco, de restaurants au bord du lac, de fatigue accumulée, avec cette fluidité impeccable des gens qui mentent depuis assez longtemps pour considérer le mensonge comme un service après-vente. Moi, je conduisais, je hochais la tête au bon moment, et j'écoutais surtout ses silences. Ils étaient plus instructifs que ses phrases. Quand nous sommes arrivés chez Bastien, tout respirait la fausse décontraction des week-ends calculés. Grande terrasse, bois clair, vin blanc au frais, musique neutre. Le décor idéal pour des gens qui se prennent pour des adultes sophistiqués alors qu'ils complotent comme des stagiaires vexés. Bastien m'a serré dans ses bras avec une chaleur légèrement excessive. Camille lui a lancé un regard si rapide qu'un autre n'aurait rien vu. Mais quand on a cessé d'aimer, on devient très bon en lecture labiale du corps. Le dîner du premier soir a confirmé une intuition. Ils essayaient de me faire parler. Pas frontalement, subtilement, sur la boîte, les projets, la structure de détention, mes éventuelles envies de cession. Bastien jouait le curieux bienveillant. Camille rebondissait avec une légèreté étudiée, comme si les questions lui venaient par hasard.
J'ai donc servi un mélange très soigné de vérités banales et de fausses pistes, suffisamment crédibles pour intéresser, pas assez précises pour être exploitables. J'ai évoqué un projet logistique vers la Belgique. Oui, celui mentionné dans la note vocale, mais en le présentant comme plus avancé qu'il ne l'était, avec l'entrée possible d'un partenaire minoritaire. Fictif, bien sûr. J'ai même cité un cabinet de conseil réel pour donner du relief. Bastien a trop vite demandé. Tu sécuriserais ça dans la holding ou directement via l'opérationnel? Question anodine pour un profane. Très parlante pour un homme qui cherche à savoir où frapper. Je lui ai répondu en souriant. Tu sais bien que je ne raconte jamais mes schémas avant signature. Il a ri. Camille aussi. Les gens rient énormément quand ils sont contrariés et veulent le cacher. Le lendemain matin, pendant que Camille faisait semblant de dormir, j'ai reçu un message de mon expert informatique. Une tentative d'accès à distance venait d'être détectée sur une ancienne adresse liée à un service documentaire de la société. Rien de décisif, mais l'horodatage coïncidait exactement avec la veille au soir, pendant que Bastien insistait pour me resservir un verre. Quelqu'un testait les portes pendant qu'on me parlait météo, c'était presque touchant dans sa maladresse. J'ai quitté la maison sous prétexte d'aller chercher des viennoiseries au village. En réalité, j'avais rendez-vous sur le parking d'une petite gare avec Agathe. Elle avait le visage fermé de ceux qui détestent ce qu'ils s'apprêtent à confirmer. Elle m'a tendu une clé USB et m'a dit « Je l'ai prise sur l'ordinateur de Camille. Quand elle est passée chez ma mère, je n'ai pas tout compris. Mais tu dois voir ça. » De retour dans ma voiture, j'ai branché la clé sur un vieil ordinateur que j'avais laissé exprès dans le coffre. On n'est jamais trop prudent quand sa femme vous prend pour un imbécile, mais sait choisir des mots de passe complexes. Le dossier principal contenait plusieurs sous-fichiers, relevés, captures, copie d'échange avec un avocat, et surtout un document intitulé « Scénario séparation ». À ce stade, j'aurais presque pu applaudir le sens de la discrétion. En l'ouvrant, j'ai découvert une chronologie détaillée. Étapes émotionnelles, éléments à provoquer, angle médiatique en cas de résistance, pression sur mes partenaires, tentative d'obtenir de mon assistante des documents laissant croire à une gestion opaque et une partie entière consacrée à l'après, intégration progressive de Bastien dans la gouvernance, revente de certains actifs immobiliers, repositionnement de la société. Il ne voulait pas seulement me quitter, il voulait me remplacer, avec mon carnet d'adresses et mes années de travail en bonus. Il y avait pire. Dans un échange archivé, Bastien écrivait noir sur blanc qu'il serait utile de me pousser à commettre une faute de réaction, une colère, un message insultant, n'importe quoi qui puisse me peindre en mari brutal ou patron instable. Là, j'ai eu un sourire, sec, sans joie. Donc ils n'avaient rien, vraiment rien. Ils attendaient de moi que je fabrique leurs preuves à leur place. Mauvaise pioche. Je suis d'un naturel décevant pour les amateurs de drame. Quand je suis revenu avec mon sac de croissants, Camille m'a demandé pourquoi j'avais mis si longtemps. J'ai répondu qu'il y avait la queue, ce qui était vrai. La vie adore aider les alibis quand on reste calme. Le déjeuner a été encore plus instructif. Bastien a soudain proposé, avec une désinvolture chirurgicale, de me présenter un investisseur intéressé par la logistique régionale. Quelqu'un de très offensif, capable d'entrer vite au capital en cas de besoin. J'ai levé les yeux vers lui, puis vers Camille, qui coupait son fromage avec une application tout à fait admirable. Et j'ai compris que leur calendrier s'accélérait. Ils pensaient sans doute que j'étais déjà entouré d'ennemis invisibles, alors que, pour la première fois depuis des jours, c'était moi qui connaissais presque tout. Presque. Parce que en ouvrant le dernier fichier de la clé USB, le plus récent, je suis tombé sur une ligne qui a changé la nature entière de l'affaire. Ce n'était plus seulement un divorce préparé. Quelqu'un dans mon entreprise leur donnait des informations de l'intérieur. Et ce quelqu'un avait accès à bien plus que mon agenda. Sur le trajet du retour vers Lyon, Camille dormait côté passager, la tête contre la vitre, avec cette sérénité insolente des gens qui croient avoir verrouillé la partie. Moi, je conduisais en repensant à cette ligne. Quelqu'un dans mon entreprise les alimentait, et pas un petit curieux du service commercial. Non, quelqu'un qui voyait les rendez-vous sensibles, les arbitrages, les mouvements internes. Autrement dit, quelqu'un d'assez proche du centre pour faire mal. Lundi matin,
à 8 heures, j'étais chez Delmas. À 8h30, chez mon directeur financier. À 9h15, avec l'expert informatique, j'avais posé sur la table la clé USB, les notes vocales, les captures, et ce fameux document scénario séparation qui aurait presque mérité une reliure, tant il transpirait l'ambition provinciale déguisée en stratégie. Nous avons croisé les dates, les accès, les extractions de fichiers, les heures de connexion, et un nom a commencé à émerger. Claire, mon assistante de direction. 5 ans dans la boîte. Impeccable, organisée, voix douce, agenda plus précis qu'une horloge suisse. Je l'aimais bien, ce qui prouve encore une fois que le discernement est une compétence intermittente. En apparence, elle ne faisait que son travail. En réalité, elle avait consulté à des heures absurdes plusieurs dossiers dont elle n'avait pas besoin, notamment ceux liés à mon notaire, à la banque privée et à 2 projets de restructuration patrimoniale. Rien n'avait été volé de façon spectaculaire. C'était plus fin, plus sale, des fragments, des captures, des habitudes. De quoi nourrir quelqu'un qui préparait une attaque. Delmas m'a regardé et a dit « On ne confronte personne. Pas encore. On documente. On laisse respirer. Puis on ferme le piège. » J'ai approuvé. Je n'avais aucune envie de jouer les époux blessés ou les patrons trahis en levant la voix dans un bureau vitré. J'avais envie de résultats. À partir de là, nous avons monté une scène. Une très belle scène, presque élégante. J'ai laissé circuler un faux dossier, discret mais séduisant. Un projet de cession partielle d'un actif logistique, avec une note interne évoquant une fragilité de trésorerie passagère et un rendez-vous confidentiel avec une banque. Le genre d'information qui donne des idées aux vautours et de l'assurance aux idiots. Claire y a eu accès, volontairement. Bastien aussi, indirectement, puisqu'à peine 24 heures plus tard, un message est parti du téléphone de Camille vers son avocat. J'ai besoin qu'on accélère. Il y a une fenêtre. Ce qui était charmant, puisqu'il n'y avait aucune fenêtre, seulement des rideaux qu'on leur laissait entr'ouvrir. Le plus intéressant est arrivé le jeudi. Agathe m'a appelé en fin d'après-midi. Elle avait réussi à enregistrer une conversation chez sa sœur. On entendait Camille dire « Bastien a parlé à la fille du bureau. Tout est bon. Adrien va devoir négocier. Il ne pourra pas tenir si on lance tout en même temps. » Puis un rire, léger, satisfait. Le rire d'une femme persuadée d'avoir enfin trouvé plus rusé qu'elle. J'ai écouté l'audio 3 fois. Pas par douleur, par discipline. Il fallait entendre les nuances, les certitudes, les formulations. Delmas, lui, a simplement dit « Parfait. Maintenant, on choisit le moment. » Et le moment s'est présenté plus vite que prévu. Le lendemain, Camille m'a proposé un dîner au restaurant. Ton doux, robe simple, regard presque tendre. Elle voulait parler de nous. Je connais très bien cette phrase. En général, elle précède soit une rupture, soit une facture. J'y suis allé, évidemment. Costume gris, calme impeccable, téléphone sécurisé dans la poche intérieure. Quand je suis arrivé, Bastien était déjà là, assis au fond, avec cet air grave des hommes qui se prennent pour des stratèges dès qu'ils ont réservé une table discrète. J'ai compris qu'ils avaient décidé de lancer leur offensive à 3, avec mise en scène, pression morale, peut-être une proposition de deal. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est qu'au même moment, Delmas préparait au tribunal un dossier assez solide pour faire exploser leur belle mécanique, et que la première personne à tomber n'allait pas être moi, mais celle qui venait justement d'entrer dans le restaurant pour nous rejoindre. Claire, mon assistante, blême, convoquée sans savoir que je savais tout, et quand elle a croisé mon regard, elle a compris que le dîner venait de changer de propriétaire. Claire s'est arrêtée net à l'entrée, comme si le carrelage venait de se transformer en glace. Bastien a tourné la tête. Camille a pâli d'un seul coup. Et moi, pour la première fois de la soirée, j'ai souri franchement. Pas un sourire chaleureux. Non. Un sourire de propriétaire qui retrouve enfin les clés de chez lui. Je leur ai simplement dit « Asseyez-vous, on va éviter le théâtre. » Même si vous avez clairement répété. Claire s'est assise au bord de la chaise. Bastien a essayé de reprendre la main. Adrien, je crois qu'il y a un malentendu. J'ai levé une main.
Le malentendu, Bastien, c'est que tu m'as pris pour quelqu'un qui confond le silence avec la naïveté. Puis j'ai posé sur la table une chemise fine. Dedans, les transcriptions des notes vocales, les captures, les logs d'accès, l'enregistrement d'Agathe, et surtout le faux dossier qu'ils avaient mordu avec l'élégance d'un brochet affamé. Camille a compris avant les autres. On le voit toujours chez les gens intelligents. La seconde exacte où l'orgueil se transforme en panique. Elle a murmuré « Tu as fouillé ma vie ». J'ai presque ri. Non, Camille. J'ai sécurisé la mienne. Nuance très française. Bastien s'est raidi. A tenté la posture juridique. Rien de tout ça ne prouve quoi que ce soit. Très belle réplique. Malheureusement prononcée devant Claire, qui avait déjà les yeux pleins de larmes et le courage déplorable des gens qui craquent trop tard. C'est elle qui a parlé. Pas moi, pas Delmas. Elle. Je voulais juste l'aider au début. Elle m'a dit qu'il cachait tout, qu'il allait la jeter sans rien. Après, Bastien m'a demandé des infos. Juste pour comprendre les rendez-vous, les banques, le notaire. Je n'ai pas pensé que ça irait aussi loin. J'ai regardé Bastien. Tu entends ? Le grand complot finit toujours en phrases minables. Je n'ai pas pensé. Camille a alors tenté son dernier numéro. Celui de la victime blessée. Tu étais absent, froid, obsédé par ta boîte. Tu m'as laissé seul. Je l'ai laissé finir, par politesse. Puis j'ai répondu calmement. Tu me trompais avec mon ami. Tu préparais un divorce opportuniste. Tu cherchais à manipuler des éléments financiers, à infiltrer mon entreprise. Et tu voulais installer ton amant dans ma gouvernance. Donc évitons le sketch conjugal. Ça nous fera gagner du temps, à tous. À cet instant, Maître Delmas est entré, avec cette tranquillité chirurgicale qui donne envie de payer ses honoraires, sans discuter. Il a salué la table comme un homme qui rejoint simplement un dîner un peu en retard. Puis il a posé une enveloppe devant Camille et une autre devant Bastien. Mesures conservatoires, notifications, mise en demeure, signalement des accès illicites. Tout ce qu'il faut pour transformer leur romance ambitieuse en série de problèmes très concrets. Claire, elle, avait déjà demandé si une coopération serait prise en compte. Delmas a répondu « Cela dépendra de la qualité de votre mémoire ». Formule magnifique, presque médicale. Bastien a voulu partir. Delmas lui a rappelé qu'un départ précipité n'efface ni les traces numériques, ni les très mauvaises idées. Alors il est resté assis, ce qui, venant de lui, ressemblait à un exploit moral. La suite a été moins spectaculaire, mais plus savoureuse. Camille a quitté l'appartement, dans le mois, sans triomphe, sans grande scène, avec son avocat désormais beaucoup moins créatif. Le tribunal n'a pas eu besoin de roman, seulement d'éléments cohérents, et nous en avions suffisamment pour démontrer la collusion, la tentative de déstabilisation, l'instrumentalisation de la procédure. L'adultère n'a pas fait tout le travail. Bien sûr, nous ne sommes plus au XIXe siècle, mais il a donné le décor exact de leur bonne foi, c'est-à-dire son absence totale. Claire a négocié. Bastien a perdu plusieurs clients quand l'histoire a commencé à circuler dans les bons couloirs. Ceux où personne ne crie, mais où tout le monde comprend très vite. Quant à Camille, elle a découvert une vérité simple. Vouloir prendre la place de quelqu'un n'apprend pas à la mériter. 6 mois plus tard, j'ai déjeuné avec Agathe, dans une brasserie près des Brotteaux. Elle m'a dit que sa sœur parlait encore de moi, comme d'un homme froid. J'ai répondu « Parfait, il vaut mieux être froid que stupide ». Elle a ri, moi aussi, et pour la première fois depuis longtemps, ce rire ne contenait plus rien à prouver. J'avais gardé mon entreprise, mes actifs, mon nom intact, et surtout quelque chose de plus utile encore. La preuve définitive que la trahison ne détruit pas forcément celui qu'elle vise. Parfois, elle révèle simplement qui, autour de vous, vivait déjà à crédit, sur votre confiance, votre travail, votre aveuglement, et le jour où la facture tombe, les vrais pauvres ne sont pas toujours ceux qu'on croit.